Nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Jean-Luc Simon, auteur de l'intervention des pères au service de l'émancipation. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Je vois qu'on a perdu Patrick, qui était sur l'écran jusqu'ici, mais il va peut-être revenir. Je suis très content d'intervenir aujourd'hui. C'est vraiment un retour à une vie un peu de plus en plus normale, même si on voit encore beaucoup de masques, et puis c'est normal. Mais effectivement, comme pour certainement beaucoup d'entre vous, c'est ma première conférence depuis longtemps. Et première prise de parole un peu plus directe qu'à travers les écrans. Donc ça, c'est plutôt stimulant. Et d'autant plus, j'étais plutôt content parce que j'ai vécu à Lyon il y a un certain nombre d'années. Et j'en garde un très bon souvenir, notamment au niveau culinaire. Euh, Tenez bon, les Lyonnais, vous êtes sur la bonne pente, hein, pour question de ça. J'ai eu mon accident à Lyon il y a 38 ans maintenant. Et donc, dans mon parcours, à propos d'expérience, justement, on est en plein dedans. Je travaillais comme éducateur, où j'avais commencé à travailler dans les métiers du médico-social, éducateur, infirmier psychiatrique, animateur. Et donc j'étais en formation d'élèves infirmiers psychiatriques et en train de faire des stages à droite à gauche dans des maisons de retraite et différents établissements médico-sociaux quand j'ai eu un accident de voiture, pas loin, à Bourg-en-Bresse, qui m'a laissé paraplégique et j'ai été licencié, oui, ça c'est sûr, pour inaptitude, et rééduqué à Henri-Gabriel, pas loin d'ici. Je dois dire que la première chose qui m'est apparue, à partir du jour où j'ai fait l'expérience des choses, j'ai toujours fait mon travail en me disant que j'essaie d'aller vers de répondre à mes sentiments et de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, d'être protégées et d'avancer et d'être soutenues, aidées pour essayer de vivre le plus dignement possible. Et je dois dire que je garde des souvenirs très forts des personnes que j'y ai rencontrées. Toutes. Et puis un jour, j'ai eu un accident de voiture. Et j'ai découvert le monde du handicap, on va dire. Le monde, justement, le problème, c'est bien que ce soit un monde à part. C'est bien ce qu'il faut qu'on change. J'ai découvert les situations de handicap et découvert finalement des conditions de vie que je ne soupçonnais pas. J'ai découvert l'insoupçonnable. C'est-à-dire que j'étais chargé de représentation dont on est tous chargés finalement. Alors ça a peut-être certainement évolué depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Mais à l'époque, j'étais chargé des représentations classiques vis-à-vis du handicap. Et je supposais que les personnes dites handicapées avaient des besoins. Et puis je me suis rendu compte, en devenant moi-même dans la situation, que ces besoins-là n'étaient pas ceux que j'attendais, ce n'étaient pas les miens. Mais par contre, que les besoins que je ressentais n'étaient pas perçus ou pas vus, ou mal perçus. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage complet entre ce que je supposais de la vie avec un handicap et des besoins des personnes en situation de handicap et la réalité qui était vraiment tout à fait différente. Et à partir de là, ça a été mon entrée dans une nouvelle position, et je dois dire pratiquement, j'ai repris des études pour essayer de comprendre tout ça, ce qui m'arrivait déjà d'une part. Pourquoi j'avais été licencié alors qu'une loi interdisait le licenciement des personnes de la fonction publique devenues handicapées, ce qui était mon cas. C'était avec la loi de 75, mais la loi de 75 posait des recommandations et pas d'obligations. On a parlé de la loi 2005 tout à l'heure, elle aussi, elle pose beaucoup de choses. Je pense que là, elle est malheureusement mal inspirée sur un certain nombre d'autres, mais ça va évoluer, ça va prendre du temps. En tout cas, les choses avancent. Et ça, je peux le voir. Je me suis déplacé en train pour venir jusqu'ici. L'accessibilité du tramway, je me déplace beaucoup plus facilement. Et je vois bien qu'aujourd'hui, les choses sont quand même largement mieux. Mais encore plein de bêtises. Et quand on va parler de la participation, ce qui est le cœur de l'intervention et de ce que je vais vous présenter, c'est cette absence-là. J'étais dans des toilettes hier à je ne sais plus quelle gare, gare de Lyon, peut-être à Paris, et je rentre dans des toilettes du service accueil, et ces toilettes parfaitement équipées qu'on trouve maintenant partout, et tant mieux, qui devrait devenir d'ailleurs la norme des toilettes, hein, puisque les gens ont tendance plutôt à nous les piquer parce qu'elles sont propres et spacieuses. Donc faisons-en la norme, mais on voit toujours qu'il y a toujours les toilettes hommes, femmes et handicapés. Ça m'avait surpris au départ. Je dis tiens, nous n'avons pas de sexe. Finalement, c'était un peu ça. Hein. Donc aujourd'hui, ça s'arrange tout ça. Donc ça a évolué tout ça. Mais ça a évolué
on voit bien les manques de l'expertise d'usage. Je suis arrivé dans ces toilettes, bien foutues, non, spacieuses, mal foutues, parce que pleines de petits défauts. Notamment, j'ai pris la photo, j'ai réussi à faire un petit reportage photo, je pense que je publierai ça dans je ne sais pas quel poste, où la petite chose qui manque dans beaucoup de toilettes adaptées, c'est des petits crochets pour accrocher notre veste, notre sac, et un tas de choses. Mais un petit crochet à notre hauteur. Là, le crochet, il y était, mais il était trop haut. Et on voyait bien que l'expertise d'usage, elle n'était pas passée par là, parce que simplement un usager serait passé par là au moment de la conception, l'erreur n'aurait pas été faite. Pareil pour le lave-main, le sèche-main qui est en altitude là-haut. Donc on voit bien qu'il a fallu tout ce temps-là, 40 ans, pour arriver à ce que les toilettes soient accessibles. Et elles ne sont pas encore tout à fait justes. Il y a encore des erreurs de fait, de nombreuses sphères. La clé de tout ça, c'est la participation. Et la participation, c'est ce à quoi nous participons, c'est-à-dire de former des personnes en situation de handicap qui puissent ouvrir les portes de la société finalement et être un petit peu à tous les niveaux des experts d'usage. C'est bien de ça dont il est question. Comment, à partir de mon expérience, je peux évaluer un certain nombre de réalisations pour qu'elles soient véritablement adaptées à ce dont j'ai besoin. Parce qu'on imagine souvent, c'est pas parce que je suis devant deux marches, par exemple, une illustration simple, je suis là devant deux marches, c'est pas parce que je suis là que je veux aller là-bas. Je suis peut-être là uniquement pour vous regarder et voir le paysage, aujourd'hui en l'occurrence pour parler. Donc, mais la plupart des personnes qui vont passer dans un espace public sans me connaître et tout, me voient devant deux marches, vont penser que je veux passer ces deux marches. Et jusqu'à un tel point que des personnes vont me prendre par le fauteuil roulant et commencer à m'emmener au-delà des marches, sans que je l'ai ni demandé ni souhaité. Ça, bravo, mais je dois me débarrasser de cette aide-là maintenant. Comment je m'en débarrasse? Comment je me débarrasse de quelqu'un qui me veut du bien, mais qui veut m'emmener là où je ne veux pas aller? Vous voyez que ça, c'est très compliqué, parce que me débarrasser de quelqu'un qui me veut du mal, ça va être vite réglé. Il n'y a pas de problème et je trouverai des alliés assez facilement. Me débarrasser de quelqu'un qui me veut du bien, ça, essayez un jour, vous allez voir, c'est très compliqué. Parce qu'il faut bien d'abord pas le décevoir. Hein, j'entends encore beaucoup de choses et dire « Ah oui, mais les handicapés, ils nous emmerdent, on veut les aider, ils ne veulent pas, et après, ils ne sont pas contents. » Donc, il faut dépasser tout ça. Il faut qu'on soit très diplomatique, ce que je suis peu, malheureusement. Mais on se forme, on change avec la vie. Mais il faut aussi qu'on forme les gens. Il faut oser ça. Et comment j'ai osé ça? C'est qu'en découvrant la vie en fauteuil roulant et la vie dite handicapée, et puis je me suis rapidement inscrit, j'ai fait des recherches qui ont été publiées. Vous trouverez les bouquins, il n'y a pas de problème en tapant mon nom. Et je viens de publier un article qui paraîtra dans la revue Actif, les cahiers de l'Actif, qui est une revue que je ne connaissais pas, mais qui a l'air d'avoir... qui est très bien alimenté, et je vous le conseille, hein, vous verrez bien quand il sera sorti, de toute façon il devrait être à peu près accessible. C'est vraiment d'essayer de réfléchir sur, enfin, d'abord de présenter la façon dont je suis arrivé dans ce mouvement-là, le mouvement de la vie autonome. Un jour j'ai rencontré dans les années 90, un gars qui s'appelait Ed Roberts, qui était appelé sur la scène internationale le pape de la vie autonome, qui était un des étudiants à Berkeley qui, dans les années 70, avait été un des premiers à avoir des actions un peu d'éclat, qui a été rejoint avec Judith Newman, dont vous avez certainement entendu parler, qui était l'actrice du film, le personnage du film Crip Camp, que vous devez voir si vous n'avez pas vu, parce que c'est vraiment le marqueur d'un changement social qui n'a pas irrigué que les États-Unis, mais qui est en train d'irriguer le monde. Vous avez vu ou entendu Nadia Haddad, certainement les deux d'ailleurs, Nadia Haddad hier, qui est intervenue pour présenter le mouvement Independent Living Movement. C'est Ed Roberts qui a commencé à constituer. Le jour où j'ai rencontré ce gars-là, qui était venu en France, moi j'étais encore un jeune paraplégique, et j'arrivais à la gare en disant « Mais est-ce que je pourrais avoir une place? Vous pourriez m'aider s'il vous plaît? » « Oui, mais vous êtes en retard, c'était pas une demi-heure, c'était 2 heures avant qu'il fallait arriver. » On en était là à l'époque, hein, pour des trains corail. Hein. Donc j'étais vraiment encore pas très à l'aise. Et puis j'ai vu ce gars-là arriver avec ses 2 assistants, et je suis déplacé avec lui jusqu'à Nancy, de Paris à Nancy. Et puis j'ai vu la façon dont il a piloté le bazar. Évidemment, les employés SNCF disaient « Mais c'est impossible, c'est pas possible, c'est trop compliqué. » Des trains corail, hein, avec un gros fauteuil roulant électrique, respirateur, 2 assistants.
Ah ben, il est monté dedans, finalement. Il a réussi à persuader tout le monde, vraiment d'une façon calme, autoritaire. Un bonhomme qui avait du charisme, qui avait une autorité, même complètement allongé. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Nuss ou si vous avez vu son image, à peu près dans la même situation physique que Marcel Nuss. Mais qui arrivait à déplacer des montagnes uniquement avec sa volonté et à l'aide de ses assistants. À partir de ce moment-là, ça a été pour moi un déclic. Je dis, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une attitude. À partir de ce moment-là, je n'arrive plus quelque part en disant, excusez-moi, c'est pas accessible, excusez-moi, je suis handicapé, est-ce que vous pourriez m'aider? Non, quand j'arrive quelque part et que c'est pas accessible, je dis, aïe, vous avez un problème là. Parce que vous allez me monter comment? C'est-à-dire que le problème, c'est pas moi qui le rencontre, c'est vous qui allez le rencontrer parce que vous êtes embêté maintenant, comment vous allez me recevoir? Soit vous êtes obligé d'amener le service par terre, soit vous êtes obligé de me porter, soit... C'est ce que je faisais à l'université Lyon 2, hein, d'ailleurs, Charles Gardou doit s'en souvenir. Dans le groupe de l'éducation inclusive, dans les années 90, le cours sur l'éducation inclusive, ou l'éducation, c'était pas l'intégration scolaire à l'époque, était au 3e et 4e étage sans ascenseur sur les quais Claude Bernard. Et à chaque fois que j'arrivais, c'était un petit peu le bazar. Et donc, mes collègues, et dont Charles d'ailleurs, me montaient en haut à chaque fois. Et moi, je prenais un malin plaisir à chaque fois. Je disais, mais alors, l'accessibilité, c'est un problème pour qui? Moi, ça va, hein, mais alors vous... Donc, c'est simplement cette attitude-là, simplement cette posture-là, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes autonome. C'est plus vous qui décidez, c'est moi qui pilote. Hein, mais ce moi qui pilote, c'est de l'affirmative action, hein. Il faut arriver à l'affirmer. Et je ne peux pas l'affirmer, je ne peux l'affirmer que c'est mes pairs qui m'ont appris tout ça. C'est des personnes en situation de handicap qui m'ont appris ça, qui m'ont permis d'oser l'autonomie finalement, parce que pour être autonome, il faut vraiment avoir des... Hein, il faut être chargé, c'est-à-dire il faut avoir de la volonté puis de la force. Parce que c'est vachement compliqué. C'est tellement compliqué quand dans un petit fauteuil roulant manuel que je pilote à peu près comme je veux et avec lequel je vais à peu près où je veux. Donc je suis encore très autonome, j'ai une grande gueule, je peux me défendre et tout ça. Quand je vois dans les bus parisiens la force qu'il faut pour arriver à se trouver une place, pour arriver à se faire respecter et pour arriver parfois à simplement être transporté dans de bonnes conditions. Hein. Un jour, j'ai entendu, parce que je n'arrivais pas à me sortir de 4, 5, 6 poussettes qui étaient dans le bus au même moment. La règle, c'est 2 maximum. Hein. Et donc là, on était vraiment dans une espèce de truc un peu monstrueux. Et puis, le chauffeur ayant demandé à la dernière montée avec la poussette de descendre, cette dame-là m'a regardé et m'a dit, toi, j'espère que tu vas crever de ton handicap. Donc, ça veut dire que hein, ça vous fout un coup. Et j'en ai entendu d'autres. Hein. Mais comment je vais envoyer maintenant, moi, les petits jeunes avec un fauteuil roulant et en leur disant, vas-y, prends le bus, parce qu'il faut que tu sois inclus, c'est mieux, tu vas voir les gens, tout ça. Il faut aussi que je lui apprenne à se bagarrer contre ça et à résister contre ce genre de truc qui peut survenir à n'importe quel moment. Et je vous promets que ça survient à n'importe quel moment. Alors ça, c'est le petit côté très aventuresque de la situation de handicap. Et je peux en parler parce que je suis très autonome. Et imaginez ce que ça peut être pour plein d'autres personnes qui n'ont pas ces capacités-là. Mais avec mes capacités, c'est pratiquement devenu aussi un jeu parfois. Hein. Une espèce d'aventure, comme m'avait dit un de mes premiers intervenants pairs que j'ai rencontré à l'hôpital, qui a été mon coach pour tout le temps de la rééducation, c'est lui qui a été efficace. Les kinés m'ont réparé, m'ont musclé, les autres ont rempli leur dossier. Mais les personnes en situation de handicap, elles m'ont vraiment élevé, c'est-à-dire elles m'ont sorti du truc. J'y croyais pas. Au départ, je disais, mais jamais je pourrais être handicapé. Mais vous m'auriez demandé si j'étais en fauteuil roulant le reste de ma vie, je vous aurais dit non, je me flingue, c'est pas possible. Jamais ça sera possible. C'est un truc que j'ai jamais pensé depuis que j'étais accidenté. Au contraire, dès l'hôpital, je me suis dit, mais je découvre des choses qui sont tellement étonnantes qu'il va falloir que je rapporte tout ça. Et finalement, depuis, j'essaye de rapprocher un peu les deux rives. Mais on est là sur la participation. Et il y a un facteur, je vais terminer là-dessus, sinon je vais être trop long. Il y a un facteur qui est j'essaye de l'aborder un petit peu dans l'article, c'est ce rapport de pouvoir. C'est-à-dire comment, vous vous rendez compte que moi je suis un professionnel du handicap, j'ai été formé pour ça, et je me destinais à ça. Et j'ai été licencié sans aucune explication pour inaptitude à la fonction. Et depuis, je vis pensionné dans une société qui me dit qu'il faut que j'aille travailler. Voilà, et puis je ne trouve pas d'accessibilité. Donc j'ai fait le choix, dès le départ, de dire, bon, je suis bien pensionné, je vais rester comme ça, puis on va aller essayer de taper un peu au niveau de la société civile, un peu dans tous les endroits où on pourra faire avancer les choses
dans le mouvement associatif, et depuis, on continue. Mais on continue, on a fait un petit bout du chemin. Aujourd'hui, ça y est, les gros dossiers, nos demandes sont sur la table, sont sur les tables de discussion. Et ce qu'on fait aujourd'hui, en partie, y participe. C'est-à-dire que l'inclusion, l'expérience des pairs, l'empowerment, tous ces concepts-là, ces questions-là, le rien sur nous sans nous, qu'on a repris, que notre mouvement avait repris à sa création dans les années 80, est en train de devenir quelque chose, une espèce de slogan un peu fashion, c'est-à-dire un peu à la mode. Très bien, bravo, on est arrivé là. Mais c'est que le début des difficultés. Attention, on n'est pas arrivé. C'est juste le début. Et la participation qui a créé tout ça, qui a apporté ces idées-là, qui les a mises sur la table, elle doit aussi se marquer dans la mise en œuvre. Et on le voit, on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure, juste à l'instant, par le compte rendu que vous avez fait, que c'est pas facile parce qu'il y a un vrai rapport de pouvoir. Et que dans ce rapport de l'empowerment n'est pas un mot au hasard. Moi, j'aime bien empouvoirment, hein, qui est un peu la formule québécoise de l'empowerment. C'est vraiment ces questions-là, parce que je contribue, et j'y prends du plaisir, je contribue depuis 40 ans, bénévolement, à essayer de transformer les choses. Et tant mieux. Et ça va m'apporter de la reconnaissance. De toute façon, le faire, je terminerai là-dessus, tiens, le faire ensemble, le fait de faire est ce qu'il y a de plus important. À partir du moment où on fait quelque chose, quoi que ce soit, à partir du moment où on le fait, on est dans l'action, et parfois dans l'action concrète, même toute petite. Hein, je veux dire, c'est toute la, on est dans le concept du jardin japonais, hein, et du bonsaï. Même si on le fait tout petit, à partir du moment où on le fait, la satisfaction, elle est là, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on devient digne. Parce que sa production, elle participe à une contribution collective, à une construction collective, et forcément, c'est-à-dire qu'on redevient simplement des êtres humains ordinaires comme les autres, qui avons posé notre petite pierre. Donc on est là pour trouver notre petite pierre. Mais attention, les travailleurs sociaux, attention, ce n'est pas la voie de la facilité. Ça va vous provoquer que des emmerdements. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi la fierté de votre boulot. C'est un peu la fierté de notre boulot. Bien sûr que ça va vous proposer que des emmerdements, parce que les experts d'usage, ils vont être là pour vous dire « Ah non, tu penses que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on le voit, nous. C'est comme ça que... Comment on le vit, c'est réellement comme ça. Tu peux bien essayer un fauteuil, mais tu t'en rendras jamais compte, parce que même si tu es un fauteuil, tu as tes abdominaux, et quand tu te penches, tu ne tombes pas devant. Donc ça, tu ne pourras jamais l'expérimenter. Donc, il faut travailler avec eux, c'est tout. C'est plus compliqué. C'est plus... Alors, il faut traduire en langue des signes, il faut faire un tas de bazar, il faut que ce soit accessible. Donc, c'est emmerdant. Eh bien alors, c'est emmerdant, mais c'est gratifiant, et ça nous honore. Ça nous honorera tous. La difficulté, c'est le choix de la difficulté. Et faites bien attention à ça, parce que ça sera toujours plus difficile de faire avec que de faire pour. Faire pour, c'est facile. Faire avec, c'est là que les difficultés commencent. Mais le vivre ensemble se fonde sur le faire ensemble. C'est en le faisant ensemble qu'on va le construire comme il faut. Et si on ne le fait pas ensemble, de toute façon, on va aller dans le mur. Et on dépensera de l'argent pour rien, comme je le vois encore trop souvent dans un certain nombre de réalisations qui sont pensées pour nous. Et en plus, on ne peut même pas les critiquer puisque ça a été fait pour nous. Et en plus, on n'est jamais content. Donc forcément, c'est compliqué. C'est une espèce de prison. La générosité est la prison la plus difficile, celle qui a les murs les plus hauts finalement. Il faut continuer à être généreux. Mais soyons vigilants sur notre attitude quand nous sommes généreux et dans la position d'aide. Il ne faut pas que la générosité devienne un emprisonnement. Et malheureusement, on le vit encore trop souvent comme ça. Hein, je veux dire, la prise en charge institutionnelle est un acte généreux, pas que. Hein. Mais je ne vais pas aborder cette question-là maintenant. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.